Comment augmenter son taux vibratoire? Faut-il augmenter son taux vibratoire? Qu'est-ce que le taux vibratoire? J'ai déjà expliqué dans certaines vidéos, comme celle que vous voyez apparaître ici sur les archontes, les entités, que je ne suis pas tout à fait amoureux des thèses modernes, les théories qui ont apparu et qui se sont développées ces dernières années, ces dernières décennies, notamment sur la toile Internet, et tout ce qui touche au retour de certaines traditions avec une forme de déviation, le néo-vedanta, le néo-chamanisme, les théories autour de la matrice, issues du film Matrix, et aujourd'hui l'augmentation du taux vibratoire, une expression qu'on entend énormément ces derniers temps, et qui demande à être, à mon avis, interrogée. Parce que derrière ces thèses, qui sont parfois très fantasmagoriques, parfois loufoques, parfois une forme de déni, parfois une forme d'exutoire simplement, se cache en réalité toujours une forme de réalité. On s'appuie sur quelque chose de réel et puis quelque part il y a une déviation. C'est la loi de 7. Je vous renvoie à la vidéo sur le chiffre 7. Comment chaque vibration finit par dévier progressivement et comment remonter à la source. Et donc nous allons essayer de décortiquer et je vais donner mon point de vue sur qu'est-ce que c'est que augmenter son taux vibratoire et quelles sont les dérives qu'on peut rencontrer dans cette nouvelle manière de voir l'évolution intérieure. C'est parti. Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc effectivement, je ne suis pas tout à fait en accord avec, et ça a toujours un petit peu été, je me suis tenu loin des phénomènes de mode sur le plan spirituel, d'ailleurs sur les autres plans aussi, sur le plan vestimentaire, parce que ces phénomènes un peu euh, parfois soudains et qui touchent la masse, ces phénomènes de masse sont souvent en général le signe d'une mauvaise direction. Un proverbe soufi dit: chez le marchand de légumes, les gens se pressent, chez l'orfèvre, ils sont rares. Pourquoi? Parce que l'or, c'est de très grande qualité et c'est cher. Les légumes, c'est les besoins de l'existence. J'ai besoin de me nourrir. L'or, c'est-à-dire que j'ai d'autres aspirations que simplement nourrir l'existence, symboliquement. J'aspire à autre chose, à acquérir quelque chose de pur et d'imputrescible, symbole de l'immortalité. Donc la majorité des gens vont chez le marchand de légumes et beaucoup moins de gens vont chez l'orfèvre. Sur un plan initiatique, la majorité des gens nourrissent les besoins de l'existence, ma reconnaissance, ma place dans le monde, ma famille, mon couple, mes enfants, l'association à laquelle j'appartiens, peu importe, tous les phénomènes de l'existence. Et ceux qui ont réellement une quête sincère, qui n'est pas une compensation du moi, qui s'appuie sur une aspiration sincère et sur une volonté de transformation profonde, ils sont extrêmement rares. Je rappelle, je l'ai déjà dit, sur 1000 hommes, un seul me cherche, et sur 1000 qui me cherchent, un seul me trouve. C'est une forme de paraphrase d'un verset de la Bhagavad Gita qui dit la même chose en substance. Où il y aura beaucoup d'appelés et peu d'élus. Tout le monde n'est pas appelé, déjà, et sur le nombre de personnes, certains seront appelés, beaucoup, mais peu seront élus. Qu'est-ce que ça veut dire? Beaucoup auront envie de cheminer intérieurement vers l'éveil intérieur, vers la reconnexion à sa vraie nature, mais peu y parviendront. Pourquoi? Parce que nous restons identifiés en réalité au moi et à ses mécanismes, et lorsque nous entrons dans une quête spirituelle, la plupart du temps, et pour tout le monde au commencement, il y a des mécanismes de compensation. Ce sont des mécanismes de compensation. Si l'aspiration est réelle, alors on peut dépasser ces mécanismes de compensation, mais cela va nous confronter à des zones tellement douloureuses, tellement inconfortables, tellement terrifiantes en nous, que peu sont capables d'y aller pleinement. Ceci étant dit, revenons sur le sujet.
qui va ensemble, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je constate, c'est mon point de vue personnel, et ça n'engage que moi, que beaucoup de gens utilisent cette expression à tort et à travers. Je me méfie toujours des expressions qu'on utilise à tort et à travers parce que je me rappelle la lecture d'un livre, Elisabeth Eich, Initiation, et c'était marquant parce qu'elle expliquait, elle revivait une vie de prêtresse en Égypte, très 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 sincère, très touchant, donc très authentique. Je ne dis pas que c'est une réalité objective, je dis qu'il y avait une grande authenticité et des messages très profonds qui passaient dans ce livre, et notamment que quelqu'un qui incarne une vertu, il n'en parle pas, il ne se rend même pas compte qu'il l'incarne, c'est quelque chose de naturel. Quelqu'un qui parle tout le temps d'une vertu, c'est qu'il ne l'incarne pas. Et j'ai l'image de ma grand-mère qui était une femme d'une extrême bonté, reconnue effectivement par tout le monde, mais je n'ai aucun souvenir de l'avoir entendu parler du mot bonté ou prétendre qu'elle incarnait la bonté. Jamais. Donc augmenter son taux vibratoire, il faut faire attention. J'ai remarqué aussi que beaucoup de personnes utilisent cette expression pour servir de prétexte à un déni de ce qui se passe dans la réalité objective aujourd'hui, dans le monde. Certaines forces à l'œuvre qui sont très visibles et que l'on voit, et que pourtant un grand nombre de personnes refusent de voir, ou ont commencé à voir, mais prétextant qu'il faut augmenter son taux vibratoire, préfèrent ne pas s'en occuper. C'est une forme de déni. Nous vivons dans la dualité et nous devons expérimenter les deux forces et avoir conscience des deux aspects. Avoir conscience n'implique pas d'avoir peur. Alors souvent on dit oui, c'est la peur. Non, c'est la conscience. Je peux avoir conscience d'une chose sans avoir peur, sans entrer dans un mécanisme de réaction émotionnelle, de tension, d'anxiété, d'angoisse, mais sans pour autant vouloir nier la réalité. Parce que ça, c'est aussi le mécanisme de peur. Je ne veux pas voir, c'est la peur. Donc en réalité, fuir la peur n'implique pas que je ne la nourris pas en réalité. Je ne fais que la nourrir. J'ai besoin d'aller la traverser si je veux m'en débarrasser. Il y a quelque chose dans ma maison qui me fait peur, une pièce sombre dans laquelle je ne suis jamais allé et je ne veux surtout pas aller. Elle me terrifie. Je ne serai jamais tranquille. Si je fais tout pour la recouvrir, cette pièce, ou pour aller ailleurs et surtout l'éviter, je mets des posters devant, elle sera toujours là. Elle sera dans mon esprit. J'ai besoin un jour ou l'autre d'aller enlever tout ce que j'ai mis devant pour m'en empêcher l'accès et d'aller entrer dans cette pièce, affronter la terreur qu'elle génère pour me rendre compte qu'en réalité, il n'y avait strictement aucune raison d'avoir peur. Je me suis réapproprié un espace de ma maison, tout simplement. C'est la même chose à l'intérieur. J'ai besoin de me réapproprier ces espaces que je fuis par peur. Et les peurs que j'ai du monde extérieur et des choses que je ne veux pas voir ne font que révéler qu'il se passe la même chose à l'intérieur. Lorsque j'ai visiter tous ces espaces à l'intérieur et qu'il n'y a plus de peur sur lesquelles mon ego puisse s'appuyer, il n'y aura plus de peur à l'extérieur. Il y aura conscience d'eux, même d'un danger. Il y aura une action peut-être en réponse à ce danger, mais il n'y aura pas de peur. Il n'y aura pas de crispation et de perte de conscience. Je ne peux pas transcender la dualité si je ne l'intègre pas pleinement. C'est la loi de 3, le triangle. L'aspect positif, l'aspect négatif, qui n'est positif et négatif que pour le mental, que pour la vision duelle, qui n'est pas positif ou négatif dans la vision de l'essence, qui est dans l'unité. Ça n'empêche pas d'avoir conscience de ce qui se passe. Simplement, il n'y a pas les mêmes jugements de valeur, les mêmes réactions émotionnelles, les mêmes croyances qui sont ébranlées. Il y a juste conscience de la réalité. Donc, dans un premier temps, le problème de cette notion d'augmenter son taux vibratoire, c'est qu'elle sert souvent de prétexte à un déni des zones d'ombre, à l'extérieur ou à l'intérieur. Je vis des choses difficiles, alors je dois les remplacer par des émotions positives, chanter, danser, pour générer la joie. Parce que, en fait, à l'image du type 7 sur l'énéagramme, je fuis la souffrance et je veux cultiver son opposé, la joie, qui est plutôt un plaisir. C'est-à-dire, j'essaye de cultiver des activités qui me font plaisir. Le travail initiatique ne consiste pas à remplacer des émotions désagréables par des émotions agréables en utilisant des subterfuges. Le travail initiatique consiste à les rencontrer, ces zones désagréables.
à les intégrer. Pour passer de la dualité à l'unité, donc en revenant à la trinité, je rappelle, je vous renvoie à la vidéo sur la loi de 3, la polarité, plus, moins, ne peut pas revenir à l'unité en niant une partie de la dualité. C'est pas possible. Nous vivons dans la dualité. Notre seul chemin d'accès, c'est de passer par la triangulation, par le 3. Et pour passer par le 3, j'ai besoin d'intégrer entièrement et complètement les deux aspects, le plus et le moins. Sinon, je ne peux pas accéder à la triunité, revenir à l'unité en passant par le 3. Certaines voies, effectivement, utilisent, c'est-à-dire on se retire du monde et de tous ses aspects négatifs pour entrer dans une forme de méditation et de conscience impersonnelle, mais ça n'est pas la voie initiatique au sens alchimique, qui implique de se transmuter ces zones d'ombre en rencontrant leurs corollaires dans le monde extérieur. C'est la différence entre revenir au point zéro, avant l'incarnation quelque part, ou parachever l'être par l'incarnation pour aller au 10, le 0 plus le 1, l'unité, l'individu, l'individualisation. Dans le premier cas, il n'y a plus d'individu, il n'y a, comme disent les néo-védantistes, personne. C'est une réalité, non pas pour ceux qui se le racontent à longueur de journée pour se convaincre qu'il n'y a personne qui souffre, pour mieux alléger leur souffrance. C'est une réalité pour ceux qui sont réellement retournés dans ce point zéro, par des pratiques de retrait hors du monde, de méditation intensive. Ça ne s'obtient pas non plus comme ça. Dans mon point de vue, ça n'est pas le but de l'incarnation, ça n'est pas le but de la quatrième voie et du travail sur l'énéagramme. Le but de la quatrième voie est de passer de la personne, qui n'est effectivement personne, mais qui croit être quelqu'un, à l'individu, qui est indivisible. Et pour revenir à la quatrième voie, le postulat, c'est que l'être humain a été créé pour servir quelque part de nourriture au cosmos, c'est-à-dire d'organe de réception d'une énergie, de transformation de cette énergie et de redistribution pour le cosmos. C'est ce qui donne naissance à ces théories actuelles sur les archontes ou les entités qui nous aspireraient. Peut-être que c'est plus objectif que ça, peut-être que c'est simplement le fonctionnement du cosmos et que nous sommes simplement un rouage dans le cosmos à qui une possibilité a été donnée, une simple possibilité. C'est là où c'est intéressant, nous sommes vraiment médiateurs entre le ciel et la terre. Je l'ai déjà exprimé dans la vidéo sur la loi de 3, auquel je vous ai déjà renvoyé. Si nous redistribuons une énergie qui sert de nourriture, il est évident que plus cette nourriture est de qualité, moins le cosmos aura besoin de quantité. Aujourd'hui, l'ambiance, l'être humain vit dans un niveau d'identification et de projection extrêmement poussé, un niveau extrêmement loin de l'éveil intérieur et de la conscience, dans l'inconscience, et génère énormément d'émotions négatives. Il suffit de regarder les médias pour s'en convaincre, de peur, d'anxiété, d'angoisse, de besoin de sécurité. Ce sont ces vibrations qui nous traversent. Et M. Gurdjieff exprimait, il y a plus de 100 ans déjà, que tout est vibration. Tout ce qui existe est matériel, mais d'une matérialité plus ou moins fine et une matérialité en vibration. Donc tout, absolument tout, est vibration. Une pensée, une émotion, une sensation, la durée de notre vie. Et cette vibration obéit à des lois. C'est justement l'objet des deux vidéos sur la loi de 7. La création d'une vibration dépend de la loi de 3 et son évolution de la loi de 7. Sans entrer dans le détail de ces lois, c'est l'objet des vidéos que j'ai citées, il est important de noter que l'énéagramme et la quatrième voie qui en est issue montrent en réalité, nous donnent l'indication d'un travail d'alchimie interne. Quel est l'objectif de cette alchimie interne? C'est justement d'utiliser cette capacité de l'être humain de capter des vibrations plus grossières sous forme de nourriture, d'eau, d'air et d'impressions, toutes les impressions qu'on reçoit, ce qu'on voit, ce qu'on entend, la musique, les sons en général, ce que je vois, ce que je regarde, un paysage ou un film d'horreur, ce n'est pas la même vibration.
les émotions que j'entretiens, les pensées que j'entretiens, toutes ces impressions sont en quelque sorte une nourriture pour l'être humain. Nous captons ces impressions, nous les transformons et nous les redistribuons. Mais nous avons la possibilité de garder une partie de ces vibrations plus subtiles pour la croissance de quelque chose qui est plus subtil en nous, l'aspect plus réel de notre être, qui est subtil, beaucoup plus subtil que l'aspect grossier que nous voyons sous forme de pensées, d'émotions, de sensations, que je crois être moi, qui n'est qu'un ensemble de phénomènes dans la conscience qui est beaucoup plus subtile, qui, elle, est là, quelle que soit l'émotion, une émotion positive, une émotion négative, une pensée positive, une pensée négative, une agitation mentale, un calme mental, une sensation de bien-être ou une sensation de mal-être, quelque part, la conscience, elle, est toujours là. Elle n'a pas besoin que j'entretienne telle ou telle émotion, telle ou telle pensée, telle ou telle sensation, telle ou telle action. La conscience est là, tout le temps. Mais elle est tellement subtile que je ne la reconnais pas. Donc tout ce travail consiste à affiner mon attention, c'est un travail d'attention, pour l'amener à un niveau de subtilité qui lui permette d'intégrer des aspects plus subtils de moi-même, y compris mes mécanismes profonds de compulsion, de défense, de blessure, de peur, qui sont à un niveau subtil et que je ne peux pas voir. En réalité, c'est très intéressant, mais il faut comprendre que ce travail d'exploration de ces ombres, j'en parle souvent dans les vidéos, ce travail d'exploration de ces ombres nécessite une autre qualité d'attention, beaucoup plus fine. Sinon, je ne peux pas voir. Comme un enfant dont j'ai pris l'exemple, qui veut dessiner un dessin très fin, très subtil, mais qui a un âge, 1 an et demi, 2 ans, qui dessine encore avec la main comme ça, il ne pourra pas avoir le même rendu au niveau du dessin. Il ne peut pas. Il a besoin de travailler la motricité fine pendant longtemps, de manière laborieuse, jusqu'à ce que les connexions s'opèrent entre le corps et l'esprit, dans le cerveau. Alors il pourra dessiner de manière plus fine. Eh bien, nous, c'est pareil. Nous devons préalablement développer notre capacité d'attention en quantité et en qualité, c'est-à-dire en affinage et en raffinage de l'attention. C'est ce qui nous permet. Donc j'ai expliqué qu'on pouvait garder une partie de ces impressions, de ces vibrations pour notre propre croissance, et on peut aussi pousser plus en avant ce processus, c'est-à-dire que ce processus est prévu par la nature jusqu'à un certain point, suffisamment pour que je puisse mener ma vie ordinaire, générer des pensées, des émotions, des sensations, qui sont autant de vibrations que j'envoie, d'énergie que je déverse quelque part dans l'atmosphère, et énergie qui est récupérée. Mais je peux développer plus avant ces vibrations. Fabriquer quelque part des vibrations, ce que M. Gurdjieff appelle des hydrogènes, beaucoup plus fins, beaucoup plus subtils, qui vont nourrir beaucoup plus ma croissance intérieure. Alors, c'est normal de ne pas comprendre ces schémas qui traitent de l'alchimie interne la plus poussée, et ce sera l'objet de la série C. Je les mets juste à titre indicatif, pour vous représenter comment l'énéagramme doit être utilisé sur le plan alchimique, que ça n'a rien à voir avec les 9 types. Voilà. Parenthèse, c'est normal de ne pas comprendre les schémas. L'important est de comprendre que nous sommes conçus pour capter certaines énergies d'un niveau plutôt grossier et raffiner ces énergies pour redistribuer des énergies plus subtiles au cosmos, tout simplement. Et là, c'est là où on pourrait tomber dans le piège de se dire, pour développer ces vibrations plus fines, plus hautes, j'ai besoin de cultiver des émotions positives et de rejeter les émotions négatives. Non. En fait, c'est l'opposé qui est réel. Parce que mon taux vibratoire, si on pourrait l'exprimer ainsi, on parle beaucoup de la fréquence de Schumann qui augmente ces dernières années, qui fait que notre taux vibratoire augmente. Je ne suis pas tout à fait sûr, parce qu'en creusant un petit peu, on se rend compte que ce sont des thèses qui s'appuient sur pas grand-chose de concret en réalité. On nous parle de mesure de la fréquence de Schumann, mais en regardant bien, la fréquence de Schumann, elle ne bouge pas vraiment et elle évolue naturellement au fur et à mesure des cycles, et ça n'est pas forcément un indicateur d'une évolution de conscience à venir. M. Gurdjieff disait clairement, l'évolution de la conscience ne peut être le fruit que d'un travail conscient. Le développement de la conscience ne peut pas être inconscient, ça ne peut pas être automatique. Automatique et conscience ne vont pas ensemble. L'automatisation de mes schémas, c'est justement lié à la perte de conscience.
le retour de la conscience stoppe ces schémas automatiques parce que je mets de la conscience dessus. L'évolution de soi, de l'homme, de l'être humain, c'est aussi l'évolution de sa volonté. Et l'évolution de la volonté ne peut pas être involontaire, elle doit être volontaire. Donc, qu'il y ait une croissance peut-être de la planète, c'est une possibilité dans le rayon de création dont j'ai parlé, mais que cela entraîne une forme d'évolution automatique de l'humanité, ça me semble pas possible. Nous devons participer, activement et consciemment. Et participer, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire refouler ses ombres, ça veut dire les digérer. Et donc, en réalité, mon taux vibratoire, si toutefois j'ai un taux vibratoire, j'ai une qualité de vibration que je renvoie dans l'atmosphère et dont je peux me nourrir si je garde une partie de ces vibrations. Je peux avoir une qualité de plus en plus fine. C'est comme ça que je verrais plutôt ce qu'on appelle le taux vibratoire. Je ne vois pas ça comme un taux. Un taux se mesure en pourcent, en pourcentage. Je ne vois pas ça comme un taux de 0 à 100, mais comme des vibrations grossières, des vibrations plus fines ou des vibrations très fines. Et donc, les vibrations que j'émets ne sont pas forcément celles que j'ai conscience d'émettre. Je peux avoir l'impression d'être quelqu'un de très évolué, d'avoir développé certaines qualités, etc. Si je n'ai fait que réprimer certains aspects en moi et développer dans ma personnalité, dans le moi, des qualités que j'estime être spirituelles, mon taux vibratoire, entre guillemets, mes qualités de vibration ne seront pas élevées parce qu'elles sont basées sur tout ce que je garde aussi dans l'inconscient. Toutes ces forces qui m'animent. Donc, j'ai besoin, quelque part, de m'alléger de ce fardeau, de toutes ces zones d'ombre, de toutes ces blessures réprimées, toutes ces peurs réprimées, de tous ces schémas inconscients que j'ai besoin de mettre à la conscience. J'ai besoin de rendre conscient ce qui est inconscient. Alors, il y a une réelle transmutation. Alors, les vibrations que j'émets, en fait, dans l'atmosphère et autour de moi, gagnent en qualité, en subtilité, en finesse. Ce n'est pas par le refoulement, par la répression, par le fait de me cacher des réalités négatives à l'extérieur ou à l'intérieur que je peux augmenter mon taux vibratoire. Comment je peux augmenter mon taux vibratoire? Eh bien, c'est un travail d'attention. Je l'ai dit, tout repose sur un travail d'attention. L'attention est la clé de la transformation. L'attention est la clé de toutes les religions. Dans l'Évangile, on nous parle de prier, mais avant tout, on nous parle de veiller. Veiller et prier. Veillez car vous ne savez ni le jour ni l'heure. La veille, la vigilance. C'est pourquoi dans le calendrier, notamment orthodoxe, il y a énormément de jours de vigile, de veille, où je ne dors pas. Je veille et je prie. C'est une analogie. Il ne s'agit pas de s'empêcher de dormir. C'est une analogie pour dire qu'il faut s'empêcher de dormir au niveau spirituel, métaphysique. Empêcher mon attention de somnoler et de s'identifier à tous les processus mentaux, les pensées, les représentations, les processus émotionnels ou les processus physiques, les sensations, agréables, désagréables. Juste faire acte de vigilance, de présence, pour observer et intégrer tous les aspects de moi-même. Alors, mon taux vibratoire, si on veut s'exprimer ainsi, peut augmenter. Mon taux vibratoire, mes qualités, la qualité des vibrations que j'émets va dépendre de la qualité de mon attention et de ma présence. C'est le cœur de la 4e voie. Et quelque part de l'énéagramme bien compris comme on le retrouve dans l'approche diamant. Il ne suffit pas de connaître son énéatype et d'observer ses schémas. Ça ne suffit pas. Il faut cultiver l'autre aspect de la médaille qu'on appelle rappel de soi. C'est toujours un ternaire pour pouvoir travailler, pour pouvoir faire émerger la conscience réelle, authentique. J'ai besoin de marier les deux forces, active, passive. La force passive, c'est l'observation de ces schémas. Je suis passif, j'observe, je regarde, je laisse les schémas agir et je les regarde. Je ne les empêche pas. La pratique de l'observation de soi implique de ne rien modifier, de ne pas intervenir, de ne pas juger mes comportements, de ne pas comparer, de ne pas analyser, de simplement voir. C'est déjà difficile parce que je suis habitué à juger, à comparer, à analyser, à faire une introspection.
Là, c'est pas une introspection. C'est une vision objective, instantanée, fulgurante de mes schémas sur le vif, sur le moment. C'est une prise de conscience qui nécessite donc un état différent de conscience qu'on appelle rappel de soi. Il n'y a pas d'observation de soi réelle sans un état de rappel de soi. Sinon, je suis dans l'analyse, dans l'introspection. Mais ça ne me transforme pas. Je comprends mes schémas, je sais pourquoi je fais ça, mais je le fais quand même parce que je ne peux pas faire autrement. Alors que l'observation de soi réelle, authentique, va me libérer de mes schémas. Parce que je vais mettre, si cet état de rappel de soi, de présence intégrale à soi-même au cœur de mon fonctionnement émerge, je vais mettre de la conscience, de la lumière dans ces phénomènes, dans ces mécanismes inconscients. Alors, une forme de nettoyage intérieur s'opère. Pas parce que j'ai décidé de modifier tel ou tel schéma, c'est le mental qui décide que je devrais modifier, je devrais me comporter comme ci et pas comme ça. Parce que cette vision objective de moi-même, cette observation de soi basée sur le rappel de soi, éveille le maître intérieur qui vient simplement réharmoniser l'espace qui était dysfonctionnel à cause d'une rupture avec l'essence, avec mon être réel. Si je reconnecte cet espace, le schéma compulsif, mécanique, la blessure, la peur qui n'est qu'un symptôme n'a plus lieu d'être. Ça n'est qu'un symptôme. Donc je ne dois pas chercher à modifier, à agir sur les symptômes, à cacher les symptômes. Il y a de l'eau qui fuit ici, j'appuie, elle va sortir ici. Et peut-être qu'elle va faire même plus de dégâts. M. Gurdjieff disait, il ne faut pas changer la machine. Nous n'avons pas la capacité de le faire. Nous n'avons pas la connaissance suffisante, la compréhension globale de tout son fonctionnement. C'est un organisme tellement complexe que agir avec mon mental, sur la base de mon mental, sur tel ou tel comportement, telle ou telle compulsion, c'est prendre le risque que ce comportement se déplace et devienne quelque part encore plus gênant. Seul le maître intérieur, seule l'essence a la compréhension, l'omniscience globale et sait exactement ce qu'il faut faire. Et en réalité, ce ne sont que des symptômes. Donc plutôt que boucher la fuite, j'essaye de suivre le fil, de voir pourquoi cette fuite ici, de suivre le tuyau, suivre les canalisations, pour aller voir où il y a un problème. Pourquoi l'eau est déviée par ici? Si je coupe le robinet, il y aura plus de fuite. Couper le robinet, ça veut dire digérer cette blessure primaire, cette peur primaire, la source même de tous ces symptômes, de tous ces dysfonctionnements dans ma personnalité, qui est la perte de contact avec l'essence. Alors, il ne s'agit pas d'un claquement de doigts, il ne s'agit pas d'une retrouvaille avec l'essence pour que tous mes problèmes soient réglés. Ce serait beaucoup trop simple. Il s'agit de retrouver tous les aspects essentiels, parce que j'ai fractionné quelque part ce moi réel qui est un, mais qui est multiple dans le sens où il porte plusieurs aspects, plusieurs qualités, plusieurs vertus, plusieurs idées sacrées. Je vous renvoie à toutes les vidéos qui traitent du sujet. Il est déjà quelque part possiblement multiple. Il est un et multiple à la fois, comme la lumière blanche se réfracte en 7 rayons. Ça n'empêche pas l'unité de la lumière. L'essence, c'est pareil. Sa multiplicité, la multiplicité de ses aspects, de ses vertus, de ses idées sacrées, n'empêche pas son caractère d'unité. N'empêche pas. Les paradoxes n'existent pas dans l'essence. Ces paradoxes-là, en tout cas. Donc, j'ai pu fractionner, en fait, fragmenter ma propre perception du moi et endormir complètement tous ces éléments que j'ai fragmentés, parce qu'ils se sont endormis progressivement, petit à petit, dans mon enfance, dans ma petite enfance. Donc j'ai besoin d'aller retrouver quelque part chacun de ces éléments si je veux vivre un éveil intégral. Parfois je réveille un des aspects et je crois que je suis réalisé parce que c'est tellement tranchant et énorme la différence de ce que je vis avec mon quotidien que je pense que ça y est, j'ai trouvé. Non, c'est qu'un aspect. Ce serait dommage de s'arrêter là. Je peux trouver d'autres aspects tout aussi extraordinaires et tout aussi tranchants avec ma conscience de veille habituelle, avec ce que j'ai connu jusque-là, que ce serait dommage de s'arrêter à l'un ou l'autre de ces aspects. Pour revenir sur le taux vibratoire, notion dans laquelle je ne me reconnais pas, mais j'ai exprimé ce que j'entends derrière, pour pouvoir favoriser ces vibrations de plus en plus fines, de plus en plus subtiles, c'est un travail
d'attention, de présence à soi-même et d'observation de tout son fonctionnement sans vouloir le modifier, mais simplement pour en prendre conscience, pour me voir tel que je suis. J'ai tellement d'œillères, qu'on appelle les tampons. Les tampons, c'est un terme utilisé par M. Gurdjieff parce qu'à l'époque, les locomotives, entre elles, elles pouvaient se choquer. Donc il y avait des tampons. Les chocs peuvent nous amener à nous réveiller. Quelqu'un qui nous fait un commentaire désobligeant, quelque part, il a peut-être perçu en nous quelque chose que nous ne voyons pas. Et ça vient me choquer. C'est l'occasion de pouvoir investiguer et voir si c'est une projection de sa part ou si quelque part ça fait écho en moi et que il me dit quelque chose qui porte une part de vérité. J'ai besoin de retourner le regard vers moi et surtout d'essayer d'être sincère avec moi-même. Pas tout de suite être sur la défensive, c'est une projection de ta part, ça ne me concerne pas, c'est ton problème. On entend aussi énormément de ce genre de choses. Quand des personnes ont des reproches à faire à d'autres, c'est des projections, je veux rien entendre. Attention, si je suis libre intérieurement, je peux entendre les reproches. Je n'ai pas besoin de les stopper. Je peux les entendre et voir si ça résonne ou si c'est une projection. Mais je le vois, je le perçois à partir d'un espace plus profond en moi. Et j'accepte d'entendre ce que l'autre a à me dire, qu'il dise la vérité ou pas. Je n'ai pas besoin de me protéger. Pourquoi avoir besoin de se protéger quand je suis installé dans cet espace en moi, cet être qui ne distingue plus entre le plus et le moins, le bien et le mal, l'agréable, le désagréable, le vrai et le faux, qui est simplement quelque part une pure perception. Donc les paroles des personnes peuvent me traverser, j'ai pas besoin de saisir, j'ai pas besoin d'être touché, d'être blessé. Si je me sens blessé quelque part, c'est qu'il y a une prise, c'est qu'il y a une identification qui a été mise à jour. Donc je peux remercier la personne en face de moi parce qu'elle m'aide à voir que mon taux vibratoire n'est pas si élevé quelque part, que j'ai encore des zones d'identification parce que je refuse d'entendre ce qu'elle me dit ou que ça me blesse, ça me crispe, il y a une fermeture. Je dis toujours, les amis de ma personnalité sont les ennemis de mon essence. C'est-à-dire que les gens qui vont me brosser dans le sens du poil, qui vont me valoriser, qui vont me reconnaître au niveau du moi, en fait, ils ne m'aident pas à travailler pour reconnecter à ma vraie nature. En revanche, les ennemis de ma personnalité sont les amis de mon essence. Ceux qui viennent me titiller, me déstabiliser, qui viennent me faire réagir, sont justement ceux qui ont la capacité de m'aider à faire ce travail de reprise de conscience de mon être réel. Et en général, qu'est-ce que je fais? Je fuis les personnes, je les considère comme toxiques et je préfère aller avec des personnes qui nourrissent mon identification, avec qui je me sens mieux, parce que nous avons les mêmes affinités, parce qu'ils me font des compliments et je me dis que j'augmente mon taux vibratoire de cette manière. Non. Si je veux vraiment augmenter mon taux vibratoire, je dois côtoyer les personnes qui me font réagir parce que c'est elles qui me permettent de travailler sur moi. Attention! Petit ajout post-montage, j'ai oublié de préciser que quand je parle de ça, notamment avec les personnes que j'accompagne, je précise que ça doit se faire dans la limite de nos capacités. Il ne s'agit pas de se laisser détruire par une personne parce que je suis en couple avec quelqu'un qui est vraiment toxique et que je n'ai pas la capacité, ou que j'étais enfermé dans des mécanismes où je ne vois plus, où je n'arrive plus à m'extraire. Non, je le fais si je suis capable de le faire. Si je suis en danger ou si je sens que je suis à la merci de quelqu'un, l'idéal, c'est de sortir. Je dois toujours être attentif à respecter mes propres capacités, mes limites. Attention. Mais dans un développement personnel, c'est vrai qu'on a tendance à fuir ces personnes parce qu'elles ne nous renvoient pas que du positif et d'aller vers des personnes qui nous renvoient du positif. Dans un développement initiatique, dans une recherche de travail intérieur, de développement de l'essence, quelque part, j'ai besoin de ces personnes qui me confrontent à la mesure de mes possibilités, parce qu'elles me permettent de faire un travail sur moi. Et je verrai que plus cette essence va prendre de place, plus ces personnes qui peuvent être toxiques deviennent tellement... n'ont plus de pouvoir sur moi, ils n'ont plus le pouvoir de me faire réagir, de me blesser, d'appuyer sur des zones parce que j'ai digéré ces zones. Donc, j'utilise de plus en plus ces situations pour grandir intérieurement, à condition d'utiliser ces outils, ces moments, ces paroles, ces attitudes, ces comportements pour augmenter mon attention et le taux vibratoire augmente avec ma capacité d'attention, de présence et d'observer ce que ça fait réagir en moi. Pourquoi la parole de telle personne vient faire réagir?
Ça se passe où dans mon corps? Est-ce que je peux suivre avec mon attention ces mouvements, ces sensations dans mon corps, ces émotions qui se répercutent aussi dans mon corps, simplement sans entrer dans la réaction, sans chercher à fuir la personne, à la faire taire, à me justifier auprès d'elle ou auprès de moi-même, auprès des autres, mais simplement me laisser traverser par l'expérience. Qu'est-ce que ces paroles génèrent en moi? Non pas me concentrer sur la personne, cette personne est mauvaise, cette personne est méchante, elle est toxique, mais me concentrer sur qu'est-ce que ça génère en moi. Pourquoi quelque chose réagit? Il y a quelque chose à voir. Il y a un fil à aller tirer parce qu'il y a un espace qui a besoin de la considération des autres, d'être reconnu. Le moi a besoin d'être reconnu parce qu'il est construit sur la reconnaissance. Il est construit sur la reconnaissance du monde extérieur. L'être réel n'a besoin d'aucune reconnaissance. On pourrait dire qu'il s'auto-reconnaît. Il connaît sa valeur. Il sait qu'il est. Alors que le moi ne fait qu'exister. Exister, c'est se tenir à l'extérieur d'eux. Le moi a une existence, mais il n'a pas de réalité. L'être n'a pas forcément d'existence à l'extérieur, mais il a une réalité. Il n'a pas besoin qu'on la reconnaisse. Et le moi est en perpétuelle quête de reconnaissance. Donc à chaque fois qu'un mouvement de l'extérieur vient appuyer sur ce besoin de reconnaissance et le faire réagir, c'est que je suis identifié à ma personnalité et c'est une occasion d'aller explorer ce fil qui me maintient identifié à la personnalité, en observant ses réactions et en questionnant avec une forme de curiosité enfantine pourquoi je réagis, qu'est-ce qui se passe. Et j'ai déjà dit, je ne vais pas chercher des informations. C'est parce qu'à tel âge j'ai vécu ça, ou c'est parce que telle personne m'avait fait ça. Non, je vais juste éprouver en moi-même ces énergies réprimées, enfermées, qui ne demandent qu'à venir et qui se manifestent, qui se matérialisent par ces moments où je me sens inconfortable. Quand je me sens inconfortable, c'est une très bonne indication que c'est là que je dois aller. Je répète, là où ça résiste est la porte de sortie. Monsieur Gurdjieff disait « aime ce que tu n'aimes pas ». À chaque fois que quelque chose me fait réagir, c'est que c'est une énorme opportunité de travail et d'aller justement à la rencontre de ces zones d'ombre et de pouvoir les digérer. Si tout le monde me brosse dans le sens du poil, je n'évoluerai jamais. J'ai besoin de ces personnes qui, par moments, viennent me faire entrer en friction. S'il y a réaction, c'est qu'il y a identification. S'il y a réaction, c'est qu'il y a possibilité d'aller rencontrer la source, la racine de cette identification. C'est le seul travail qui me permette d'augmenter, si je puis dire, mon auto-vibratoire. Très bonne fin de journée.